Bienvenue à vous. On va donc parler de mouvements contestataires sur Internet, qui, je disais, sont les témoins de mouvements contestataires dans la rue. Et d'abord, avant de commencer à en discuter, j'aimerais que chacun d'entre vous se présente rapidement pour dire d'où vous parlez et quelle est en fait la raison de votre intérêt pour cette question. Sarah Durieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice De France de Change.org. Quel est le nombre de personnes qui travaillent à Change.org? On connaît parce qu'on a parfois signé une ou plusieurs pétitions sur votre site, mais Change.org, qu'est-ce qu'il y a derrière la vitrine qu'on connaît? Alors, dans le monde, c'est une équipe d'à peu près 180 personnes qui sont un peu partout aux États-Unis, mais aussi en France, en Europe, en Amérique latine et en Asie et en Australie. En France, on a un bureau d'une quinzaine de personnes. Avant, on était une petite équipe de 5-6 et puis on a grossi. Et surtout, la raison pour laquelle on a grossi en France, c'est qu'on a ouvert un hub d'ingénierie à Paris. Donc, la technologie de Change.org aujourd'hui, elle est développée à San Francisco aux États-Unis, mais aussi à Paris. D'ailleurs, on recrute. Donc s'il y a des candidats qui cherchent du monde. Ok, on peut vous retrouver dans les couloirs de Stérolux voilà, tout à l'heure. Venez me voir. Très bien. Donc des ingénieurs et des product managers à Paris qui accompagnent, qui développent la technologie qui permet à chaque personne qui lance une pétition d'avoir un impact. Et à côté de ça, on a une équipe qui anime la plateforme, qui font en sorte non seulement de soutenir ces personnes qui lancent des pétitions en leur donnant des conseils, mais aussi de faire connaître leur combat, de s'assurer que les décideurs politiques et économiques entendent ces contestations. Donc voilà, en tout, en France, on est à peu près 15. Très bien. On aura l'occasion, évidemment, de rentrer davantage dans les activités de Change.org. Romain Barre, bonjour. Bonjour Florent. Romain Barre, bonjour. Bon, alors on recommence. Florent Barre, de Quorum. Bonjour. Excusez-nous, nous venons de faire connaissance et je m'en mêle. Florent Barre, donc vous êtes fondateur de Quorum. Est-ce que Quorum recrute? Oui, Quorum recrute. Oui. J'attaque direct. Exactement, Quorum recrute. Parce que les gens sont là pour réfléchir, c'est bien, mais certains ont apporté des CV. Ça marche. Pareil, vous pouvez me retrouver avec Sarah après en Stérolux. Donc Florent, que fait Quorum? Quorum, nous, on équipe ceux qui s'engagent. Donc on va équiper les ONG, leurs bénévoles sur le terrain, les équipes de campagne politique, les mouvements et leurs militants sur le terrain pour qu'ils puissent s'organiser et aller mobiliser et construire vraiment des campagnes depuis la base très terrain aidées par la technologie. technologie. Avec des pieds de biche, des banderoles On les équipe avec de la technologie, avec des applications qui va leur permettre de récolter des dons, qui va leur permettre de faire passer le plaidoyer, de voir les actions qu'il y a autour d'eux, avec une dynamique très terrain. C'est la famille des outils de campaigning, comme on dit, donc effectivement qui permettent d'organiser un mouvement du national jusqu'au très local sur le terrain. Vos applis doivent être super méga observées par les services de police qui cherchent à comprendre comment s'organisent les mouvements sur le terrain, non? Pendant les manifs? Je ne sais pas si elles sont super observées par les organismes de régulation type CNIL et type, selon les pays, commission des comptes de campagne ou des choses comme ça. Après, c'est moins observé étant donné qu'on est vraiment dans une dynamique très... Quorum sert à aller porter le message auprès des gens. Donc c'est un peu l'idée que si votre cause, vous n'allez pas en parler aux gens, les gens ne la connaîtront pas. Si votre programme, vous n'allez pas le présenter aux gens, eh ben, les gens ne le connaîtront pas. Donc c'est davantage dans cette dynamique-là, donc on échappe un peu au contrôle de police. Très bien. Et Romain Badouard, bonjour. Donc vous êtes enseignant, maître de conférence à l'Université Paris 2. Tout à fait. Voilà, vous enseignez la communication et les médias. Ouais, les enjeux du numérique, et puis je fais de la recherche dans le domaine de la participation politique sur Internet, des mobilisations en ligne. Mais mon université ne recrute pas. Désolé. Ok, oui, vous-même, vous avez apporté votre CV ici. Exactement. Du coup, vous dites, je fais de la recherche, comme ça, c'est un peu flottant. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément l'objet de vos recherches et la motivation à faire ces recherches? Alors moi, je travaille sur différents types de terrains. Je vais, par exemple, observer des mobilisations en ligne qui vont prendre part sur les réseaux sociaux ou des plateformes de consultation. Et je m'intéresse aussi à tout ce qui touche à la gouvernance d'Internet, tous les enjeux de régulation politique liés à la vie du réseau, quoi. Donc vous avez une analyse un peu plus macro de
Voilà. Alors des fois, c'est des des terrains événements très dont, précis. Je me suis intéressé après les attentats au mouvement des Je ne suis pas Charlie. Je me suis intéressé au mouvement contre la loi travail. Je me suis intéressé à la question des fake news aussi lors de la campagne de 2017. Donc il y a des terrains qui sont très précis, mais quand on fait de la recherche, effectivement, on a tendance à chercher à prendre un peu de recul et à avoir une vision un peu plus macro de ces phénomènes. Ouais. Alors je profite de cette vision macro pour vous poser la première et plus large question. Qu'est-ce qui, pour l'analyste que vous êtes, fait le mouvement contestataire? Est-ce que trois personnes qui commentent un article sur le site d'un média, ça commence déjà à être un mouvement contestataire, ou est-ce qu'il faut mettre le curseur un peu plus haut? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une question de quantité. Ce qui fait le mouvement contestataire sur Internet par rapport à ce qui peut se passer dans la rue ou dans la vie quotidienne, c'est d'abord un mode d'engagement particulier, qui est un mode d'engagement qui est très peu contraignant, c'est-à-dire qu'on va avoir des outils qui nous permettent de participer, d'exprimer notre opinion très, très facilement, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles parfois on peut décrier un peu l'engagement en ligne. Et puis, une des particularités aussi, c'est la manière dont les mouvements de contestation vont s'ancrer dans les discussions du quotidien. C'est-à-dire que la limite, elle est assez floue entre ce qui relève de la discussion de l'actualité, sur un mode d'indignation, comme on peut en voir tous les jours sur les réseaux sociaux, et puis le moment où va se formaliser vraiment une action collective, où on va passer dans un mode de mobilisation. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est intéressant à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discussions, de contestations sur les réseaux sociaux, et puis un jour, il y a une pétition qui va cristalliser un peu ces indignations, et puis le mouvement va se structurer dans des groupes en ligne, donc les contours sont assez flous. Et puis, dernière caractéristique, peut-être, c'est aussi de ne pas forcément chercher à transformer la politique, mais plutôt chercher à mettre à l'agenda des sujets dont on n'entend pas parler dans les médias traditionnels, et donc aussi d'interpeller les journalistes, les médias, pour qu'on entende parler de sujets dont on n'entend pas forcément parler ailleurs. Et pour vous, Florent et Sarah, le mouvement contestataire commence quand? Est-ce que j'imagine, vous allez me dire à la création d'une pétition, mais pas forcément. Alors, un mouvement, c'est a priori au moins 2 personnes. Donc, après la création d'une pétition, quand quelqu'un arrive à créer une communauté de personnes qui la suivent, moi j'aime bien parler de petites mobilisations, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des printemps arabes, des gilets jaunes, etc. Mais tous les jours, il y a des pétitions qui ont quelques centaines, quelques milliers de signatures, qui changent vraiment les choses au niveau local, qui créent des mouvements aussi, qui recréent du lien entre des personnes qui se parlaient moins, qui étaient voisins et qui se retrouvent autour de sujets d'intérêt pour leur communauté. Vous avez un exemple d'une pétition de quelques centaines de signatures qui change les choses au niveau local? Oui, alors par exemple, on a une pétition que j'aime beaucoup qui a été lancée à Tours. Donc c'était un immeuble qui était occupé par des personnes âgées, qui s'étaient structurées d'ailleurs, qui avaient créé une association pour offrir des services, pour s'offrir des services entre guillemets entre eux. Et il y avait un promoteur immobilier qui avait un peu les dents longues sur cet immeuble, qu'il avait très envie de récupérer pour le revendre à bon prix. Et donc ces personnes âgées se sont organisées non seulement localement, mais aussi en ligne. Et c'est là je rejoins ce que vous disiez, Romain Badoir, sur le fait que c'est aussi un outil d'interpellation du média, de l'espace médiatique. Donc grâce à leur mobilisation, ça n'est pas resté juste entre eux et ce promoteur, mais c'est entré dans l'espace public. La presse s'en est inquiétée au niveau local, donc on n'a pas eu besoin de faire le 20h pour que ça soit une publicité suffisamment mauvaise pour ce promoteur qui est très connu et pour qu'il revienne en arrière sur ses intentions. Oui, donc c'est très intéressant. Ça peut vraiment commencer à une quantité très faible, mais pour une action locale, ça fonctionne bien, ça suffit. Absolument, et d'ailleurs c'est la grosse majorité des pétitions qu'on a sur change.org. Je pense que ces grands mouvements sont importants et intéressants parce qu'ils font comprendre à la majorité des personnes qui se mobilisent en ligne qu'ils peuvent avoir un impact, qu'elles peuvent avoir un impact, mais c'est aussi ça, tout le cœur de ce qu'on fait, c'est de donner aux gens des outils pour se mobiliser et avoir un impact au niveau très local ou national. Vous pouvez nous donner quelques chiffres sur change.org, je sais pas, le nombre de pétitions par an ou le nombre de signataires par an? Alors, on a à peu près 1000 pétitions qui sont lancées chaque mois sur change.org en France, pour la France uniquement, et 12 millions d'utilisateurs et utilisatrices. Donc, des utilisateurs et utilisatrices sont des gens qui ont soit déjà lancé ou signé des pétitions et qui sont encore inscrits. Donc, ce sont des utilisateurs actifs ou des utilisatrices actives. Et on a en général des pétitions qui prennent de l'ampleur, on dirait à peu près chaque semaine, une quinzaine, une vingtaine de pétitions qui sont couvertes par la presse, et pour nous c'est un indicateur important qui montre qu'aujourd'hui ces mobilisations en ligne, elles ont voix au chapitre dans l'espace public de manière très très régulière. Très bien. Et vous, Florent, on parlait de faible quantité. Est-ce que vous savez si vos outils tech sont utilisés par des petits mouvements localement
ou alors plutôt par des grands mouvements Non, ils sont aussi nationaux. Ils sont plutôt ils sont utilisés par les deux. Ouais. Ils sont aussi utilisés dans des très petites communes pour faire de la démocratie participative, donc y compris sur des communes de 300 personnes, ce qui est vraiment presque un hameau. Donc là, on n'est plus dans la contestation. On n'est même. plus dans la contestation, on est vraiment. C'est plutôt dans la proposition. Oui, ou alors dans la proposition pour contester un projet éolien, un projet de privatisation, un projet quel qu'il soit. Okay. Donc en fait, c'est encore un outil effectivement pour s'organiser. Donc ça peut commencer très très bas. Mais c'est ça avec Internet en fait. Vous pouvez commencer à contester même presque tout seul. Après, la question c'est à quel moment est-ce que ça devient vraiment un mouvement ou vraiment un contre-pouvoir. Je pense qu'elle est davantage là la question. Enfin là, c'est moi qui pose les questions. Effectivement. Mais c'est très gentil de me la suggérer. À partir de quand ça passe d'un mouvement à un contre-pouvoir, Florent? À partir de quand ça passe d'un mouvement à... C'est une bonne question. À partir de quand, je pense que ça passe d'un mouvement à un contre-pouvoir à partir du moment, ou en tout cas un mouvement qui a une forme d'action réelle, ou à partir du moment où ça s'ancre dans le réel. C'est-à-dire à partir du moment où ça passe la barrière, on va dire, la barrière d'Internet. Ouais. À partir du moment où les gens vont commencer à se retrouver dans la rue, à organiser des manifestations, à aller rencontrer des acteurs publics à partir du moment où ça passe dans l'action. Parce que c'est ça le problème avec la contestation, entre guillemets, c'est comment est-ce qu'on passe de la contestation pour être un pouvoir, à de l'action. Mais toute contestation web n'est-elle pas l'écume en fait d'une contestation réelle quelque part dans une rue, dans un immeuble, dans un syndic, Le sujet que vous proposez, il parle des dérives. Donc en fait, mais il commence par les contre-pouvoirs. Il commence par les contre-pouvoirs. Mais je pense qu'une partie, je pense qu'on a tous un engagé, on a tous quelque chose en nous qui peut nous énerver et qui peut un jour effectivement faire qu'on devient un contestataire, ou du moins quelqu'un qui va s'engager pour une cause ou pour quelque chose qui l'énerve, qui peut être effectivement... Après, je pense que là où, sur Internet, vous avez quand même ces phénomènes de dérive qui font que certains vont choisir de troller ou ne vont pas forcément contester pour devenir des contre-pouvoirs, mais simplement pour ces phénomènes de troll ou ces phénomènes de quasi-harcèlement ou de moquerie sur Internet. Oui, par rapport à ce que vous disiez sur est-ce que ce qui se passe sur Internet est l'écume de mouvements qui existent est-ce que c'est tout le temps comme ça, ou est-ce qu'il y a malgré tout des phénomènes qui sont je pense qu'une des forces d'Internet dans ce paysage contestataire, c'est justement de montrer à des gens qui sont potentiellement isolés, qui ne sont pas les seuls à avoir ces prises de position ou ces indignations, et donc de créer de la force dans le mouvement en montrant un public à lui-même. C'est-à-dire qu'on va avoir des opinions, potentiellement si on est entouré de gens qui ne les partagent pas, on va se sentir un peu seul, mais si on voit que qu'il y a 10 000 personnes qui signent une pétition, qui vont dans ce sens ou qui se réunissent dans un groupe Facebook ou autre, ça va nous faire prendre conscience qu'on n'est pas seul et qu'on peut peut-être passer à l'action, justement. Ça peut jouer comme un levier. Pour préparer cette table ronde, vous me disiez que souvent ce sont des contestations considérées bas de gamme. Parce que, pourquoi vous disiez ça? Parce qu'elles sont, c'est facile de signer, c'est facile de faire semblant de s'engager finalement. Voilà, bas de gamme dans le sens où ces mobilisations, elles sont souvent critiquées comme ne relevant pas vraiment d'un engagement politique. C'est-à-dire qu'on va présupposer que la valeur de l'engagement est proportionnelle à son degré de contrainte. En gros, on va dire, voilà, si vous signez une pétition en ligne, ça vous prend 2 secondes, c'est pas un vrai engagement, alors qu'aller tracter sur un marché le samedi matin, c'est un vrai engagement. Alors ça, déjà, on peut se poser la question, mais pourquoi en fait? Pourquoi il faut forcément que ce soit plus contraignant pour avoir plus de sens? Et puis surtout, en fait, c'est se poser mal la question que de dire ça, parce que c'est vraiment lié à la culture politique d'Internet et des réseaux sociaux, qui est une forme de culture politique de la démocratie au quotidien. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le grand modèle républicain où on nous demande d'aller voter une fois tous les 5 ans et puis après on peut se taire, quoi, en gros, en attendant la prochaine fois. C'est vraiment une idée où on discute tous les jours un petit peu de politique, de l'actualité, et tous les jours on va avoir des petites actions, signer une pétition, se mobiliser, retweeter une information, ce genre de choses. Et c'est quelque chose, c'est vraiment une idée de démocratie en continu où on participe tous les jours un petit peu. Bon, pour modérer, entre-temps, il y a quand même les législatives, les municipales et les européennes. J'exagère, effectivement. Mais ça reste quand même important. C'est pas une démocratie en continu. Vous alliez ajouter ? Non,
Non, alors moi je suis d'accord avec vous Romain dans l'idée que Internet va permettre à des gens de s'exprimer. La limite et ça c'est très bien, les gens vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir liker, vont pouvoir commenter et vont pouvoir faire un petit peu de démocratie au quotidien. Mais en fait c'est pas vraiment de la démocratie, c'est de la consultation, on donne son avis. Et là, c'est là où le bas blesse, je crois. C'est pareil, on nous demandait d'évoquer des exemples d'actualité. Bon, évidemment, il y a le grand débat. Le débat, c'est pas de la démocratie participative, c'est de la démocratie consultative. On interroge les gens. C'est ce qu'on fait aussi un peu quand on va cliquer, commenter, etc. Sauf que ça, je crois que la démocratie pour reprendre Barack Obama, c'est quelque chose de... Il disait démocratie, c'est quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile. Et donc, là où il faut être lucide, c'est qu'il faut bien comprendre que quand on parle de démocratie, c'est une chose de dire je soutiens telle ou telle proposition, et une autre de faire participer les gens dans la mise en œuvre, dans l'écriture, parce que c'est là qu'ils vont comprendre que, tiens, en mettant en œuvre telle ou telle mesure, ça va affecter telle ou telle population, donc je ne peux pas la mettre exactement. Et c'est ça l'exercice démocratique. Donc le seul problème, en tout cas moi, la critique que je vois à cette démocratie au clic, c'est que ça simplifie tellement, et ça, en plus, c'est quasiment un acte d'achat, parce qu'on clique pour acheter, ça simplifie tellement l'acte démocratique que finalement, en termes d'éducation des gens, ils oublient ce que c'est la démocratie et que c'est bien plus que simplement les consulter. Je pense qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a la démocratie vue comme le débat public et la démocratie vue comme la décision. C'est pour ça qu'on parlait peut-être pas forcément du même... Oui, il y a le dire et le faire, la contestation. Sarah ? Je pense que je suis assez d'accord avec toi sur certains points, moins sur d'autres. Je pense que je rejoins ce que vous disiez, Romain Badoir, sur la participation et la démocratie au clic qui est dévaluée parce qu'elle n'est pas considérée comme suffisamment difficile. Toi, ta vision, c'est en fait, en tant que citoyen, on doit participer en ayant une vision complète et complexe du monde dans lequel on vit, de l'impact des décisions qu'on a. Moi, je pense au contraire que le rôle du citoyen dans la participation et l'exercice démocratique, c'est de donner l'expérience du vécu. C'est je suis gilet jaune, pourquoi ? Parce que je ne peux pas prendre ma voiture, parce que je ne peux pas mettre un plein d'essence, parce qu'il n'y a pas de transport aujourd'hui en France. Et la question de la ruralité et des territoires qui sont complètement abandonnés, elle est avant tout ressortie dans la discussion politique parce qu'il y a des gens qui ont témoigné d'une expérience personnelle qui était complètement ignorée par des élites politiques. Donc moi, c'est là où je vois l'intérêt de la participation citoyenne, c'est dans le témoignage, dans la création créer une forme d'empathie, je dirais, politique. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans une approche macro et techno de comment on gère un pays, mais on est dans la compréhension de ce qui se passe pour des gens au quotidien et comment on peut mettre en œuvre des solutions. Donc ce témoignage ne s'oppose pas à la mise en œuvre, le dire ne s'oppose pas au faire, mais c'est une première étape indépassable, vous dites. Exactement. Et le grand débat national lancé par Emmanuel Macron était très critiquable dans la forme qu'il a pris. Je parle des grands speeches et des grandes messes. Par contre, les cahiers de doléances ont été vraiment très intéressants parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ressorties dans ces cahiers de doléances qui ont été remplis en mairie, que nous, on avait vu aussi sur change.org dans le cadre des commentaires de la pétition, où il y a des problématiques extrêmement graves, extrêmement profondes qui ont pu émerger grâce à cette consultation dont tu parlais. Il veut le micro. Je pense que la consultation, effectivement, c'est une phase qui est ultra importante, qu'on donne tous notre avis. Simplement, je pense qu'on est arrivé un peu à un âge de maturité dans les technologies, à se dire, voilà, quelle est la prochaine step ? On le fait très bien aujourd'hui de consulter les gens grâce à la technologie sur le terrain ou d'ailleurs en ligne. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va faire dans les années qui viennent pour que toute une partie des personnes qui ont participé à ces consultations, elles vont être sans doute, on va être tous frustrés parce qu'on ne va pas comprendre pourquoi telle ou telle décision a été prise, telle ou telle... En fait, c'est surtout à quel moment est-ce que nous, technologie, on peut aider à vraiment passer à l'action. Et c'est davantage comment est-ce qu'on peut apporter cette brique encore supplémentaire à simplement la consultation. Alors je voudrais passer à une étape supplémentaire maintenant. On parlait de mouvement qui devient contre-pouvoir qui peut glisser et puis tomber dans la deuxième partie de l'intitulé de ce débat, les dérives. Qu'est-ce qui fait une dérive d'un mouvement, qui soit contestataire ou pas, sur Internet ? J'aimerais qu'on rappelle quand même le cadre qui entoure ces mouvements contestataires, qui reste d'abord un cadre légal. Sarah, toute pétition ne peut pas être publiée, toute dérive ne peut pas être faite, et
Comme dans l'espace public, on a des règles sur la On liberté reste, d'expression voilà, qui s'appliquent en ligne comme elles s'appliquent hors ligne, qui s'appliquent dans les médias et qui s'appliquent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc voilà le cadre légal dans lequel on évolue. On a bien sûr une loi contre la diffamation, exactement, contre le harcèlement, la diffamation, la haine, etc. L'incitation à la haine. L'incitation à la haine sont des lois qui existent déjà bien avant que le web prenne cet essor. Aujourd'hui, il y a des questions plus importantes qui se posent pour plusieurs raisons. D'abord, tout le monde peut créer du contenu, donc oui. on n'a plus uniquement des médias ou des influenceurs ou des leaders d'opinion qui créent du contenu, Oui. et ça va beaucoup plus vite et ça peut bien sûr se disperser plus rapidement. D'où l'importance d'avoir une réponse à la fois technologique mais aussi politique. Oui. Moi qui est une réponse qui me semble primordiale et qu'on n'aborde pas souvent parce qu'on a souvent un angle très solutionniste technologique pour lutter contre ces dérives en ligne. Et aujourd'hui, nous, en tant que plateforme, c'est un peu ça notre rôle. C'est comment est-ce qu'on met en place des outils qui permettent de limiter la polarisation, mais aussi la haine en ligne, le discours haineux en général. Et alors, vous faites comment, justement? Et alors, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet, mais vous avez déjà commencé à le travailler. Ouais. Alors, donc déjà, on a en place depuis toujours des processus de modération. Donc, tout contenu qui est légal sur change.org est supprimé, non seulement parce que nous, on a la possibilité de le voir en tant qu'équipe et qu'on peut supprimer, mais aussi parce qu'on a nos utilisateurs et utilisatrices qui peuvent nous signaler les contenus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième étape qu'on est en train de voir, c'est au-delà de la haine en ligne, le problème qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on a une société très polarisée, très violente dans l'expression, et ça, c'est lié à un contexte politique, économique et je dirais même historique, qui fait qu'on a beaucoup de frustration et qu'on a besoin de répondre à ces frustrations. Donc nous, en tant que plateforme, on veut donner un outil pour que les gens puissent formuler ces frustrations et trouver des solutions avec le politique, mais on veut aussi qu'ils puissent le faire de manière sûre et sécure. On ne veut pas qu'il y ait des gens qui se sentent harcelés en utilisant change.org, voient des pétitions qui... Vous nous donnez des exemples de ce que vous dites? Oui, tout simplement, on a aujourd'hui des communautés qui sont ciblées en France, que ce soit des communautés religieuses, par exemple la communauté Rome. On a vu, il y a eu un exemple récent de personnes, il y a eu une rumeur qui a couru justement sur Internet que des Roms auraient enlevé des enfants, des jeunes qui sont allés dans le camp de Rome et qui ont voulu agresser ces personnes, qui ont d'ailleurs été condamnées par la justice. Et donc, il y a des gens qui ont proposé sur change.org une pétition Non, pas heureusement. En lien avec ce thème-là? Non, il n'y a pas eu en lien avec ce thème-là. Ce que je dis, c'est ce qui se passe sur Facebook peut se passer potentiellement sur change.org. Donc nous, on essaie d'avoir une attitude responsable par rapport à ça. Donc on fait plusieurs choses. La première chose, c'est les politiques de modération et de régulation. Quand on a lancé change.org en 2012, le monde était très différent. Donc on revoit en fait régulièrement toutes nos politiques de modération. Le discours haineux, il a changé. Il n'est plus le même aujourd'hui qu'il était avant. Donc on revoit nos politiques d'utilisation. Elles sont importantes parce qu'en fait, on veut offrir un espace démocratique qui soit ouvert. Donc tout le monde doit avoir les mêmes règles qui s'appliquent, sinon c'est nous, change.org, qui décidons qui a le droit de dire ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Et la visibilité de ces politiques d'utilisation et de ces guides de la communauté. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites, d'ailleurs, qui ont montré que sur la plupart des plateformes en ligne, le fait que ces règles de la communauté soient visibles encourage non seulement des gens qui ont peur de s'exprimer à le faire, mais aussi limite le nombre de comportements haineux ou qui harcèlent. Donc ça, c'est la première chose, c'est le côté politique. Ensuite, il y a la question de la visibilité des campagnes et de quel genre de campagne on montre. Par exemple, nous, on ne va pas forcément mettre en avant sur nos réseaux sociaux ou dans notre programme e-mailing des campagnes qui peuvent être hyper polarisantes parce qu'elles appellent à la haine contre une personne en particulier. Par exemple, un homme politique, on veut la démission de cette personne. On préfère mettre en avant, par exemple, des gens qui offrent des solutions positives à des problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Ça, donc on veut la démission d'un tel, c'est pas que vous la mettez pas en avant, c'est que vous la supprimez. Non, la démission, on la laisse, bien sûr, c'est le droit à l'expression démocratique. Mais vous ne la valorisez pas. Mais nous, dans la manière dont on valorise des contenus, et en gros, l'image qu'on veut donner de la plateforme et de ce qu'on peut y accomplir, et c'est très important pour la structuration du débat. Aujourd'hui, s'il y a autant de haine en ligne, s'il y a autant de polarisation, c'est aussi parce qu'on a un espace médiatique qui base quand même sur le clic et la réaction. Quand on regarde des programmes de radio ou des programmes télé dont le seul but, c'est de créer de la polémique, du buzz, c'est aussi ça qui crée cette société polarisée. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on va faire. Et la troisième chose qu'on fait, et je finis là-dessus, ça va être vraiment de travailler sur comment notre outil est construit.
La Oui. technologie, quand vous lancez une pétition, comment est-ce qu'on fait en sorte que vous trouviez des gens qui vous soutiennent, mais sans créer encore plus de polarisation? Et par exemple, il y a plusieurs études qui ont été faites. Alors, ce qui est assez difficile pour donner un exemple, c'est qu'il y a peu d'études aujourd'hui qui existent sur comment on limite la polarisation en ligne via les plateformes. Donc, on s'appuie sur quelques groupes, mais c'est assez limité. Il y a un groupe notamment qui s'appelle More in Common qui travaille là-dessus. Et donc, on a vu que montrer à des gens des contenus qui sont complètement opposés à ce qu'ils pensent ne sont pas forcément la solution. Donc on pourrait se dire, pour que les gens soient moins polarisés, il faut qu'ils comprennent le point de vue de quelqu'un d'autre. Non, au contraire, ça engendre encore plus de haine, encore plus de réactions polarisantes. Donc on va essayer plutôt de trouver des sujets et de montrer automatiquement à des gens des sujets qui vont les rassembler plutôt que les diviser. Voilà, c'est quelques idées de choses qu'on fait. Romain? Oui, alors ce que disait Sarah Durieux, effectivement, c'est une des grandes dérives qui a trait soit au discours haineux, soit au cyberharcèlement, qui est condamné par la loi et qui relève de tout ce qui est violence expressive sur Internet. Il me semble qu'il y a une autre forme de dérive aussi, mais qui est peut-être moins visible, qui touche à tout ce qui est manipulation des mouvements ou simulation de mouvements contestataires ou de mouvements sociaux, quels qu'ils soient, alors qu'ils n'existent pas. Alors je pense par exemple à la pratique de l'astroturfing, l'astroturfing où on va, par exemple, dans les pays autoritaires, quand un contestataire prend la parole, plutôt qu'essayer de le faire taire, on s'est rendu compte que c'était plus efficace de noyer sa prise de parole sous un flot de prise de parole pro-régime. Donc s'il y a quelqu'un qui prend la parole contre le régime, on a une centaine d'internautes qui arrivent pour dire « mais non, tu dis n'importe quoi, c'est pas vrai, etc. » pour convaincre le public en fait, qui assiste à l'échange qu'il vaut mieux se mettre du côté de la majorité. On a aussi les robots qui vont par exemple utiliser des hashtags, faire des retweets, pour faire monter artificiellement un débat sur Twitter, pour donner l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et puis, il y a tout ce qui relève aussi de la réutilisation des données de manifestants ou de gens qui se mobilisent. Et là, je pense par exemple à ce qui se passe dans le contexte de la désinformation et des fake news et du recours au marketing ciblé sur Facebook. On a tous entendu parler pendant la campagne américaine de ce qu'avait fait l'Internet Research Agency, donc l'agence de communication proche du Kremlin, qui est accusée d'avoir diffusé des fausses informations pro-Trump. Et en fait, leur méthode était un peu plus fine que ça. Ils ont cherché à démobiliser l'électorat démocrate, et notamment l'électorat afro-américain qui est réputé ou connu dans les enquêtes pour être davantage de gauche et voter davantage démocrate. Et ce qu'ils ont fait, par exemple, c'est qu'ils ont créé des fausses informations disant que Hillary Clinton soutenait les policiers dans les cadres des violences contre les afro-américains, des violences policières contre les afro-américains aux États-Unis, ce qui n'était pas vrai. Et après, ils ont réussi à cibler des groupes militants, notamment les gens qui avaient adhéré à la page Black Lives Matter sur Facebook, en demandant à Facebook, est-ce que vous pourriez montrer notre information, notre fausse information, ils n'ont pas dit qu'elle était fausse évidemment, aux gens, à tous ces gens qui sont abonnés à ce groupe-là. Donc voilà, pour moi, la question des dérives, il y a la dérive de la mobilisation, mais il y a aussi la dérive de simuler une mobilisation qui potentiellement n'existe pas. Comment les gens dans la salle qui découvrent ou réentendent les trois types de manipulation dont vous venez de parler, comment est-ce qu'ils peuvent s'en prémunir? Comment est-ce qu'on peut les détecter et puis émettre un doute sur un mouvement où il y a tout d'un coup 200 internautes qui disent le même truc dans le même sens, ils ont l'air très variés, ils ont l'air très ouverts, et pourtant c'est une manipulation telle que vous venez de la décrire? Alors ça, c'est quasiment impossible pour l'internaute qui assiste à ces échanges. Ce qui est possible, c'est du côté, je pense, plus technique, d'avoir accès à l'origine des adresses, voir si on a accès à des robots, affaire à des robots ou autre. Mais c'est vrai que pour l'internaute qui assiste, c'est très compliqué. Je sais pas si... Ça a l'air très vrai. Florent Je crois que tu voulais réagir. Oui, okay. Non, mais je crois qu'il y a quand même une micro-nuance à apporter à ça. C'est, je pense qu'on pourrait réagir justement en éduquant, en s'éduquant tous à ce qu'est un logiciel, ce qu'est une plateforme et au contenu qu'il y a dessus. Je vais vous donner un exemple. Vous avez cette plateforme qui s'appelle Facebook, sur laquelle vous ne savez pas du tout comment arrive le contenu. C'est pas du tout transparent. Si vous voulez, vous avez du contenu qui arrive, on vous propose du contenu sur tel ou tel groupe, et il n'y a pas de transparence sur l'algorithme qui est derrière, pourquoi cette information arrive devant vous, donc il y a sans doute un travail à faire là-dessus.
Mais c'est comme ça que sont construits les logiciels. Il faut bien comprendre que le logiciel, c'est la plateforme, c'est comme vous l'avez dit Sarah, sans doute des valeurs, c'est une méthodologie, c'est presque une idéologie. Et ça, je crois que dans le public au sens large, on n'a pas encore compris que, au même titre que quand on lit un journal, il faut un édito, il faut avoir un esprit critique. Quand on utilise tel ou tel outil, on doit avoir ce même esprit critique, on doit le choisir. Et effectivement, je reprends l'exemple de Facebook, parce que c'est celui qui cristallise un petit peu tout aujourd'hui. Quand vous allez sur Facebook, la mission de Facebook n'est pas de faire de la démocratie. La mission de Facebook, c'est voilà, de vendre de la publicité de façon très, très ciblée. Donc quand vous vous rendez sur Facebook, il faut bien avoir ça en tête et bien s'éduquer à quels sont les choix de la plateforme, quelles sont ses valeurs et quelle est la finalité. Et parce qu'on n'en sortira pas de régulation en régulation à contraindre complètement, parce qu'après il y a un principe de liberté, à contraindre telle ou telle plateforme jusqu'à sa fermeture ou jusqu'au contrôle total. Sarah ? Ouais, deux choses sur comment faire en tant qu'individu et pour réagir à ces fake news. Pour l'instant, la voie qui est prise aujourd'hui par les autorités publiques, qu'elles soient d'ailleurs françaises ou internationales, c'est la répression. Il faut trouver les contenus, les supprimer, et on va tout mettre en œuvre technologiquement et en termes législatifs pour pouvoir les supprimer. Le problème, c'est qu'il y a une vraie question de comment on développe des technologies qui, défendent le droit à la liberté d'expression, parce que moi, j'ai pas envie que ça soit une intelligence artificielle qui décide si mon contenu est légal ou non. Deuxièmement, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte pour que ces technologies soient accessibles à tous. Aujourd'hui, il y a eu un grand appel qui a été signé à Paris il y a quelques semaines qui s'appelle l'Appel of Christchurch, qui a été lancé par la première ministre néo-zélandaise avec Emmanuel Macron à Paris, en présence des grands acteurs du web, donc Google, Facebook, etc., les GAFA, qui ont dit, voilà, on va mettre en place des technologies pour lutter contre la haine en ligne. Et on va développer de l'intelligence artificielle. Cette technologie, cette intelligence, elle va être développée par des entreprises privées qui ont les moyens technologiques les plus importants pour créer ces solutions et qui ne seront pas accessibles aux plus petits acteurs. Change.org en fait partie, mais il y a d'autres petits acteurs, des forums de discussion en ligne, des plus petites communautés en ligne, qui vont être soumises à des régulations qui vont être mises en place, en tout cas qui vont être basées sur l'expertise et la capacité technologique des acteurs des GAFA. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord se mobiliser pour dire non, on ne veut pas des technologies qui diffusent la haine en ligne, mais on ne veut pas non plus qu'il y ait des régulations qui empêchent les plus petits acteurs d'exister. Et la deuxième chose, et on l'oublie souvent, c'est l'importance des médias. Aujourd'hui, si on a des problèmes de vérification des informations en ligne, c'est qu'il n'y a pas de journalistes qui font le travail de vérification, en tout cas pas de manière suffisamment importante. Donc il y a Check News de Libé, Le Monde fait aussi les décodeurs. Il y a plein de... Si vous voyez une information que vous n'êtes pas sûre, vous pouvez aller regarder s'il y a un Check News ou un décodeur du Monde, mais ce n'est pas suffisant. Donc on a besoin, je pense, d'une certaine manière, d'apprendre à repayer à nouveau pour l'information. On a besoin de journalistes qui font de l'investigation en France, qui sont indépendants et pas dépendants de grands groupes qui n'ont pas forcément vocation non plus à aller faire de l'investigation. Donc voilà, moi c'est un peu, je pense, les deux solutions en tant que citoyen, c'est d'abord rester mobilisé sur ces questions des nouvelles régulations et des risques qu'elles posent, et la deuxième, c'est de soutenir du journalisme indépendant. Et il y a plein, je ne dirais pas non, mais il y a plein de journaux indépendants qui existent, et il faut aller soutenir ces journalistes-là pour créer un contre-pouvoir informationnel, entre guillemets, en ligne. Alors moi-même, en tant que journaliste, je vais peut-être réagir 20 secondes en m'auto-défendant comme je peux avec mes petits points, en disant qu'il n'y a pas que les décodeurs ou Libé pour vérifier les infos. Il y a 40 000 journalistes en France, et dans le lot, il doit bien y avoir 3 ou 4 qui vérifient leurs infos quand même. En 15 ans, j'ai travaillé pour plusieurs groupes, pour plusieurs médias qui appartiennent à des groupes, et je n'ai jamais vu un actionnaire qui rentre dans la newsroom en disant bah, les gars, aujourd'hui on fait comme ça et on ne fait pas d'infos qui contredisent ce que j'ai dit. Vous voyez, j'ai jamais vu ça. Donc c'est une sorte de fantasme aussi Alors juste grand pour public. Compléter ce que je voulais dire, c'était pas forcément qu'il y a... Quand je dis des grands groupes, c'est pas qu'il y a une logique de censure, c'est plus qu'il y a une logique de rentabilité de l'information qui fait que des journalistes n'ont pas forcément le temps d'aller sur tous les sujets parce qu'il y a certains sujets qui sont couverts. Il y a une étude qui est sortie par exemple sur, je crois que c'est RMC, qui sur une même information
par rapport à la nécessité de produire du contenu en ligne, va faire 15 papiers sur le même sujet, alors que sur d'autres journalistes indépendants vont pouvoir faire 15 sujets différents. Donc c'est plus la question du temps disponible des journalistes aujourd'hui pour produire de l'information qui va servir aux citoyens en général dans leur découverte des contenus en ligne. Mais en effet, non, je suis pas mais vous avez raison, mais il y a une sélection d'infos. Mais après, bon, ça va dépendre de la précarité aussi de notre métier. Et là, on part sur un autre débat, mais voilà. J'ai apporté un CV d'ailleurs, et puis je passerai avec un petit gobelet pour récupérer quelques pièces pour financer mes enquêtes.